lendemain du sommet des adolescents et des jeunes de l'AES, les participants venus de l'espace ainsi que du Tchad et Togo ont formulé des recommandations remises au ministre en charge de la jeunesse et de la promotion de la femme et de l'enfant pour les 3 présidents de l'AES. Promotion des matières scientifiques chez les filles. 12 lauréates du concours Miss Science viennent d'être récompensées. L'événement met en lumière les élèves brillantes du Mali et vise à inciter les filles à embrasser les matières scientifiques. Lutte contre la fraude en milieu scolaire. 18 personnes sont interpellées par la brigade d'investigation judiciaire. Elles sont accusées de fraude lors de la phase de correction des épreuves du DF à session de juin 2025 dans l'académie d'enseignement de la rive gauche du district de Bamako. On connaît déjà les résultats du concours d'entrée dans la fonction publique sur 58 075 candidats pour 773 postes à pourvoir. 746 ont eu le quitus des examinateurs pour être fonctionnaires de l'État. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fassou Koulibaly. Nous sommes vendredi 4 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous recevons sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, un communiqué du président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Merci infiniment. J'ai l'insigne honneur au nom des plus hautes autorités du Mali de délivrer le présent communiqué du président de la Confédération des États du Sahel, AES. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et président de la Confédération des États du Sahel, AES, après consultation de leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, a décidé de tenir la 2e session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, en décembre 2025 à Bamako. Fait à Bamako le 4 juillet 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien, monsieur le ministre. Je vous le disais, l'invité de cette édition est le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fassou Koulibaly. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Madame Issa. Alors, vous avez publié aujourd'hui les résultats du concours de la fonction publique. Quel est l'effectif qui a concouru? Merci, Madame Ouattara. Je suis là ce soir, comme vous venez de le dire, pour informer l'opinion publique de la fin du processus d'organisation des concours directs de recrutement de la fonction publique, exercice 2024. Nous avons effectivement fini les travaux et les résultats ont été publiés ce soir vers 18h30 au centre des concours de la fonction publique au quartier du Fleuve. Pour 58 075 candidats qui ont postulé au concours de cette année, nous avons 746 admis sur 773 postes à pourvoir. Donc voilà un peu les résultats qui ont été obtenus ce soir. Et vous vous rendrez compte qu'en faisant le différentiel, qu'il y a au moins 27 postes qui n'ont pas été pourvus. Et pour continuer dans le même registre, nous avons, à la suite de la vérification des diplômes, nous avons eu 11 faux diplômes qui seront transmis effectivement aux autorités judiciaires pour engager des poursuites contre les intéressés comme nous l'avons fait pour le concours passé. Et sur les 746 admis, nous avons 414 hommes contre 332 femmes. Donc c'est pour dire que les femmes aussi continuent aujourd'hui effectivement à occuper leur place dans le concours de la fonction publique. D'accord. Et un concours propre, on peut dire. Et quelles sont les dispositions prises en amont pour assurer justement la fiabilité et éviter la fraude?
Merci bien, Madame Ouattara. La transparence du concours de la fonction publique est de mise. Nous l'avons dit depuis les derniers concours qui ont été annulés, qui ont été réorganisés. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont permis effectivement d'assurer la transparence et l'équité des jeunes diplômés devant l'emploi public, tel que stipulé dans notre constitution du 22 juillet 2023. Alors, en termes d'innovation, qu'est-ce que nous avons apporté comme innovation pour apporter la transparence dans le processus d'organisation du concours? D'abord, nous avons revu l'arrêté qui fixe les règles d'organisation du concours pour corriger les insuffisances. La première insuffisance que nous avions constatée à l'époque, c'était le choix de la transmission des sujets. Donc nous avons changé ce choix. Aujourd'hui, le sujet n'est plus transmis entre plusieurs mains. C'est une commission restreinte composée d'enseignants donc qualifiés qui vont recevoir directement donc les sujets, qui viennent aussi des enseignants qui ont été désignés directement par les écoles et universités, qui viennent déposer directement le sujet entre les mains donc de cette commission restreinte. Ensuite, nous avons durci les conditions de surveillance donc dans les salles d'examen, parce que la réussite d'un concours ne dépend pas seulement de la correction, mais aussi de la surveillance des épreuves. Donc nous avons cette année fait en sorte que les candidats, quand ils rentrent dans la salle, tout le monde est fouillé. Tout le monde est fouillé pour assurer effectivement la transparence également du dispositif à ce niveau. Une fois les copies disponibles, nous avons aussi introduit une innovation. C'est quoi? C'est le classement et la codification des copies. Parce qu'avant, les copies n'étaient pas codifiées. Les copies, l'entête était juste simplement collée et puis c'était très aléatoire. Mais on a codifié maintenant et à partir de cette codification, la correction se fait sous codification. Les notes sont portées sous codification. C'est au moment de l'admissibilité qu'on ouvre la codification, qu'on libère les codes et en ce moment, on peut savoir quels sont les admissibles. C'est là qu'intervient également la vérification des diplômes au niveau des établissements publics et instituts qui ont délivré ces diplômes-là. C'est pourquoi nous avons décelé cette année 11 faux diplômes. Et ces faux diplômes, je vous le dis, seront transmis comme nous l'avons fait l'an passé. Donc l'an passé, nous avons 44 faux diplômes et ces faux diplômes ont été transmis au pôle économique et financier. Cette année également, ce serait le même cas pour que les gens sachent que seule la transparence paye. Donc ça, c'est les innovations que nous avons introduites, mais ce n'est pas fini, parce qu'une fois que le résultat est disponible, et il y a la possibilité de réclamer. Les candidats ont la possibilité de réclamer les notes, ils ont la possibilité de réclamer les copies par voie d'ici. Donc voilà un ensemble de processus qui permet à n'importe qui de savoir que le processus donc, est transparent. Ce n'est pas fini, parce qu'il y a une innovation. Cette innovation, c'est quoi? Vous allez constater que les résultats sont affichés avec les moyennes. Donc ça ne se faisait pas. Donc, nous affichons les résultats avec les moyennes devant les noms. Donc, vous savez combien vous avez eu comme moyenne. Donc, en ce moment, il est plus facile de savoir si vous devez passer ou vous ne devez pas passer en fonction du rang que vous avez occupé dans la liste des admis. Donc, voilà un peu un ensemble d'innovations que nous avons introduites pour assurer la transparence donc, des concours. Et un concours, c'est vraiment des ressources humaines de qualité que nous recherchons. Aucun pays ne peut se développer sans des ressources humaines de qualité. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la transparence et l'équité. Et pour terminer, quel appel avez-vous lancé? Merci, madame. L'appel que nous lançons, je crois que je l'avais dit dans Malikoura Tassira il n'y a pas longtemps, c'est que il ne faut plus que les jeunes diplômés aient peur de participer au concours de la fonction publique. Parce que c'était le cas. Les gens disaient les dés sont pipés à l'avance. Ce n'est plus le cas. Les dés ne sont plus pipés à l'avance. C'est transparent tel que je viens de l'expliquer. Chacun peut accéder à ses notes. Chacun peut vérifier ses copies s'il le souhaite. Donc aujourd'hui, le processus est transparent. Et je pense que le concours passé, dont les résultats viennent d'être publiés ce soir, nous donne la preuve que le processus du concours est transparent. Donc j'invite les jeunes diplômés et leurs parents à faire confiance au processus du concours de la fonction publique et à ne plus avoir peur de faire ce concours-là. Vraiment, c'est l'équité et la transparence telle que ça a été stipulé dans notre constitution. Donc l'égalité des citoyens devant l'emploi public, tel est notre credo et nous allons continuer à le faire, Inch'Allah. Merci bien, Monsieur le Ministre. Fin de la visite de 4 jours du Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation en Espagne. Le général de division Abdoulaye Maïga a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Séville. Le Premier ministre a pris part aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le chef du gouvernement était accompagné par 3 membres du gouvernement, la conseillère diplomatique du chef de l'État et quelques membres de son cabinet. Il a, au nom du président de la Confédération de l'AES, porté la voix de l'espace et accordé des audiences à certains partenaires. À son retour, il a été
accueillis par plusieurs membres du gouvernement. Quelques heures après son arrivée à Bamako, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga, a reçu au nom du président de la transition les présidents et directeurs généraux du Conseil des chargeurs de l'espace AES élargi au Tchad. Ils sont venus donner au Premier ministre les conclusions de la rencontre sur l'harmonisation des textes qui vient de se tenir à Bamako. Le Premier ministre les a félicités pour l'initiative et les a encouragés à poursuivre les efforts. Nous vous proposons d'écouter le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, Dr Kassoum Traoré, des propos recueillis par Mamari Kone et Aliou Touré. Nous avons, durant 3 jours, discuté d'un certain nombre de questions concernant notre espace. Il s'agit en l'occurrence d'abord de pouvoir revisiter les textes des différents conseils des chargeurs, ensuite discuter donc des différents accords en matière de transit et de transport que nous avons signés avec les pays de transit, en l'occurrence les pays côtiers, et également les mêmes accords qui ont été signés entre nous au niveau de l'AES. Donc suite donc aux discussions, nous avons souhaité justement que nous puissions harmoniser nos textes, toute chose qui permettra donc de pouvoir agir ensemble pour pouvoir faciliter l'approvisionnement donc de notre espace. Il a aussi été noté que nous puissions également au niveau de notre espace faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises. Donc ensemble nous devons vraiment veiller à lutter contre les tracasseries, les paiements indus justement par nos chauffeurs et tout ce qui en tout cas entrave à la libre circulation des personnes et des marchandises. Nous avons également souhaité que les autorités, le Premier ministre puisse nous accompagner pour pouvoir réaliser une plateforme logistique et de transport dans les pays de transit, surtout pour les 3 conseils, que nous puissions le réaliser donc ce projet ensemble dans tous les pays justement où nous transitons, nous faisons transiter nos marchandises pour notre espace. Donc au finish, il faut dire que cette réunion a été, en tout cas, a pu dégager des recommandations. C'est ces recommandations que nous avons portées donc au Premier ministre et demandé vraiment son accompagnement pour la mise en œuvre. Il a en tout cas souhaité que nous puissions rester résilients et continuer le combat, resserrer les coudes pour que au finish nous puissions retrouver justement la paix dans notre espace. Fin du sommet des adolescents et des jeunes de l'AES. 300 adolescents et jeunes venus de l'espace AES du Tchad et du Togo s'y sont concertés du 1er au 3 juillet à Bamako. Après 3 jours de réflexion, ils ont formulé des recommandations qu'ils ont remises au ministre en charge de la jeunesse et de la promotion de la femme, de l'enfant pour les 3 présidents de l'AES. On en sait plus avec Mohamed Namakita et Sidi Modibo Dambili. 8 recommandations, c'est ce qui ressort des 3 jours de rencontres des adolescents et jeunes de l'espace AES du Tchad et du Togo. Les participants à ce sommet de Bamako ont adopté une feuille de route, mis en place des commissions ad hoc. Nous vous avons parlé sans détour des blessures laissées par les conflits, des défis liés à l'accès à l'éducation, à la santé, à la paix, mais aussi de nos rêves communs. Celui d'une jeunesse instruite et engagée. D'un Sahel où les écoles restent ouvertes malgré les tempêtes. D'un espace AES où chaque adolescent et chaque jeune fille comme garçon trouve sa place, sa voix et sa dignité. Nous avons échangé, débattu et surtout élaboré ensemble une feuille de route forte portée par 11 recommandations majeures. Notre génération refuse d'être un simple sujet de discours. Nous voulons être des acteurs engagés au cœur des politiques publiques et des décisions qui façonnent notre avenir commun. Le ministre en charge de la jeunesse et son collègue de la promotion de la femme et de la famille saluent le travail abattu par les participants durant les 3 jours et les rassurent. Tant que les recommandations
que vous avez formulées, tant que les discours, le communiqué que vous avez lus ne sont pas transformés en actes et en actions concrètes pour nos États, cela ne sert absolument à rien. Dans le cadre de ce sommet des adolescents et des jeunes de l'AIS, lorsque nous avons été reçus par le président Tchani, il a dit qu'ils attendaient impatiemment que ce document soit sur la table des différents présidents, pour que ces documents soient considérés comme des feuilles de route pour nos départements ministériels. Je vous rassure que le plan d'action qui va sortir des recommandations des États généraux prendront en compte les préoccupations des enfants, des femmes et des familles du Mali. Et dans les familles du Mali, les jeunes s'y retrouveront. Le sommet de Bamako aura comblé les attentes. Le rendez-vous est pris pour juillet prochain au Niger. La place de la Confédération des États du Sahel a vibré hier soir au rythme d'un événement historique, le lancement officiel de la caravane citoyenne du bus de la Révolution, une initiative ambitieuse qui vise à renforcer la solidarité, la démocratie et le développement dans la région sahélienne en mobilisant les citoyens autour d'un projet commun de changement et d'espoir. Reportage Moussa Kamara. À vous les assistants du chauffeur, ayez les yeux bien écarquillés. Une caravane de la révolution citoyenne dans le Sahel porteuse d'un message d'unité et de renouveau. La caravane s'étendra sur un parcours frontalier de plus de 1500 km à travers 9 villes des 3 pays de l'AIS, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nos autorités ont montré un chemin à suivre aujourd'hui. Et ce chemin-là, je pense qu'il est à nous de suivre ce chemin. Il est à nous de nous dire, il y a un pas qui est fait et il est à nous de continuer dans ce sens-là. Nous avons comme première étape le Mali et comme première activité, c'était d'abord de pouvoir concrétiser le bus de la Révolution. Nous avons prévu de faire des dialogues que nous appelons les assises citoyennes. Nous avons visé les grains ici au Mali, nous allons viser les QG et les FADA au Niger. L'objectif, c'était de discuter tout autour des thématiques en lien avec la jeunesse. Ce bus de la Révolution est une initiative innovante de l'Alliance des États du Sahel, visant à faciliter la mobilité, à encourager l'intégration régionale et à stimuler le développement économique. Je vous salue les sages. Merci de toujours appeler à la raison et à la réflexion. Ce lancement de la caravane citoyenne du bus de la Révolution constitue une lueur d'espoir pour les peuples de l'espace AES. C'est vraiment un projet innovant qui donne beaucoup d'espoir à la jeunesse du Sahel. C'est maintenir debout, surtout, à asseoir la souveraineté de l'AES, avoir l'unité sociale et surtout l'éveil de conscience de la jeunesse. La durée du projet de la caravane citoyenne du bus de la Révolution est de 2 mois. Les initiateurs entendent travailler avec les artistes des villes visitées. Sans raison de contradiction. Signature hier au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur d'un accord de financement des nouveaux projets sur le renforcement de la résilience de la Grande Muraille Verte entre la FAO et le gouvernement nigérien. Cet accord d'un montant de 222 millions de dollars vise à renforcer la résilience des 8 pays concernés face aux aléas climatiques tout en créant des opportunités économiques des populations. C'est en présence du ministre de l'Environnement et celui de la Justice assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères et de plusieurs invités. Compte rendu Aminatou Dangalou et Askou Djibrila. À travers cet acte, l'Organisation internationale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le gouvernement nigérien viennent de signer un accord d'un nouveau projet sur le renforcement de la résilience de la Grande Muraille Verte. Le projet fait partie d'un programme global qui appuie la Grande Muraille Verte au Sahel, regroupant le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et le Sénégal, pour un montant de 222 millions de dollars américains, dont 150 millions de dollars du Fonds vert climat et 72 millions de dollars de cofinancement de la FAO et des pays bénéficiaires. Globalement, le projet Suragua va récupérer un peu plus de 1,2 million d'hectares de terre, appuyer certaines chaînes de valeur au profit de 5,7 millions de personnes. Au niveau national, nous pouvons saluer
la restauration de plus de 265 000 hectares de terres dégradées grâce à des pratiques durables et résilientes, la promotion des chaînes de valeur autour des produits forestiers non ligneux, la création de plus de 700 pépinières communautaires et l'implication active des communautés dans la gestion des semences locales, la réduction de plusieurs tonnes de CO2 équivalent sur toute la durée du projet. Ces partenariats qui viennent d'être scellés visent à appuyer techniquement et financièrement le Niger et les autres pays concernés. Une signature porteuse d'espoir pour un Sahel plus vert, plus fort et plus durable. Au Burkina Faso, quelques heures après l'adoption des décrets portant redécoupage et changement de nom des régions, le gouvernement a rencontré les hommes et femmes des médias avec le ministre porte-parole du gouvernement à ses côtés. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, a présenté la nouvelle configuration et donné les raisons d'adoption des deux décrets. Les enjeux et les défis sont également présentés lors de cette conférence de presse. Franck Ouedraogo et Hahadi Sandaba pour plus de précisions. Deux ministres pour présenter et expliquer aux hommes et femmes de médias la nouvelle configuration administrative adoptée hier à la rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. À l'affiche, la nouvelle carte du Burkina Faso avec ses 17 régions et ses 47 provinces. Ce nouveau découpage permettra une meilleure couverture des services publics, réduira l'inégalité régionale et facilitera la réponse de l'État aux besoins des populations. Un maillage du territoire pour mieux faire face aux enjeux et défis du moment. Une nécessité partagée par les populations, souligne alors le conférencier. Selon le rapport général de l'Assemblée législative de transition, plus de 69% des participants ont adhéré à l'idée d'un nouveau découpage administratif. Cela traduit une forte attente citoyenne et une volonté collective de rapprocher davantage l'administration des administrés. En outre, la dénomination des entités régionales n'avait pas suffisamment pris en compte les réalités socio-culturelles et linguistiques du pays, d'où ce changement. Mieux, les nouvelles provinces ne restent pas en marge de cette dynamique et cette réorganisation permet également de rectifier certaines erreurs. Les rectificatifs, les correctifs concernent Corsin, qui a un sens au pied ou le pied de la rivière, c'est-à-dire Corsin. Ça avait été écrit Kossi, il fallait donc le rectifier. Pareil pour Sandbong-Tenga, qui est un éponyme tiré du fondateur du canton de Sandbong-Tenga. Le premier découpage post-colonial du territoire national date de janvier 1963. Par la suite, diverses réformes ont façonné l'architecture territoriale aboutissant ainsi à la configuration actuelle composée de 13 régions, 45 provinces et 350 départements. Une organisation qui a malheureusement montré ses limites avec le contexte actuel du Burkina Faso, précise le gouvernement. Présenter et valider les sous-projets du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. C'est l'objet d'un atelier qui a ouvert ses portes ce jour au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. D'une durée de 5 ans, le coût de ces projets est d'environ 1 milliard de francs CFA. Les communautés de base, à travers les collectivités, sont les principales bénéficiaires. Il s'agit du financement des services de base comme des écoles ou des centres de santé. Les travaux de l'atelier sont présidés par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale. Là, c'est le coordinateur du projet qui donne des explications sur le but du projet et la nature des sous-projets examinés et validés par les administrateurs. Adama Ibrahim Berti est au micro de Alousseni Touri. L'événement qu'on vient de clôturer aujourd'hui, c'est la seconde session du Comité national de validation des sous-projets financés au bénéfice des communautés. Donc nous avons parcouru 92 sous-projets répartis entre les secteurs de l'éducation, de l'hydraulique et du domaine agricole.
dans les régions de Tombouctou, Bandiagara et Douassa. Après échange avec les départements et les services techniques concernés, l'ensemble des sous-projets ont été validés. Ainsi, on pourra passer à la phase suivante du processus, qui est de confier aux communautés elles-mêmes le processus de recrutement des entreprises pour la mise en œuvre de ces projets qui viennent d'être validés. Ces projets tournent autour de 1 milliard, un peu moins, peut-être 900 et quelques millions pour les 92 projets. Il s'agit essentiellement de projets au bénéfice des comités de développement locaux. Donc quand il s'agit d'hydraulique, c'est des systèmes d'hydraulique villageoise améliorés, des salles de classe au niveau des différentes localités et aussi des périmètres maraîchers et des aménagements agricoles. Nous sommes très satisfaits de cette activité qui a le soutien de notre département de tutelle et qui est financée avec l'appui de la Banque mondiale sur une durée de 5 ans pour une date d'achèvement prévue au 31 décembre 2026 pour un montant d'environ 100 millions de dollars ou 54 milliards de francs CFA. Inciter les filles à embrasser les matières scientifiques, c'est le défi que le concours Miss Science entend relever, organisé par la Commission nationale pour l'UNESCO et l'USESCO avec l'appui de plusieurs partenaires institutionnels et privés dont la Fondation Orange Mali. L'événement a mis en lumière des élèves brillantes venus des 4 coins du Mali. Les lauréates ont reçu aujourd'hui leur distinction en présence de 3 ministres. Les détails avec Soumao Aïdara. Les jeunes filles passionnées par les sciences ont été célébrées et honorées. Après leur participation au concours Miss Science 2025, les lauréates ont reçu des fournitures scolaires, des tablettes et des ordinateurs. Il s'agit des 3 premières des classes de 3e, 6e, 8e et 10e année. Elles se sont démarquées des autres en obtenant des moyennes remarquables allant jusqu'à 19 sur 20. J'ai remporté le premier prix de la 10e année. Je promets de continuer avec les sciences. Organisée par la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ICESCO, cette cérémonie de remise de prix a pour objectif de promouvoir les filières scientifiques auprès de jeunes filles maliennes. Ça permet aux filles d'exceller vers les sciences et d'embrasser dans le futur des carrières scientifiques. Et il y a 104 filles qui ont participé cette fois-ci à ce concours. Ces filles ratent ainsi une opportunité formidable d'exceller dans les sciences et d'apporter leur contribution dans le développement du Mali. Selon le ministre de l'Éducation nationale, ce concours est une initiative noble et porteuse d'espoir, soulignant qu'il magnifie le mérite et l'excellence scolaire chez les jeunes filles. La présence de jeunes filles dans les secteurs clés des sciences, de la technologie et de l'innovation constitue un gage, une promesse de solides ressources humaines de qualité pour le pays. Cette présence semble certes encore faible aux yeux de certains, mais elle s'est inscrite dans une dynamique forte. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé un appel à tous les acteurs du secteur éducatif pour une mobilisation concertée afin de faire des matières scientifiques un chemin ouvert aux filles. Et ce communiqué, le directeur national de la géologie et des mines invite les titulaires d'un titre minier et les détenteurs d'une autorisation d'exploitation de carrière en République du Mali à communiquer à l'administration minière dans un délai de 7 jours ouvrés à compter du lundi 7 juillet 2025, l'adresse de leur siège social valide. Lutte contre la fraude en milieu scolaire, la brigade d'investigation judiciaire interpelle 18 présumés qui seront présentés devant le procureur dans les prochains jours. Cette interpellation fait suite à une série de fraudes constatées pendant la phase de correction des épreuves du DF session de juin 2025. Les faits s'y sont déroulés au sein de l'académie d'enseignement de la rive gauche du district de Bamako. Benoro Fofana et Idrissa Traoré pour les détails. Malgré les multiples efforts déployés par les autorités de la transition afin d'assainir le secteur de l'éducation, certaines personnes mal intentionnées s'adonnent à des pratiques non souhaitées. Et en bonne sentinelle, la brigade d'investigation judiciaire a procédé à des interpellations au sein de l'académie d'enseignement rive gauche de Bamako. Il faut retenir que le 19 juin 2025, suite à des renseignements recueillis relatifs à une série de fraudes dans la phase de correction des épreuves du DF session de juin 2025, il a été constaté que des notes ont été falsifiées au niveau du secrétariat de l'Académie d'enseignement rive gauche de Bamako.
Aussitôt, des investigations ont été menées par les services compétents en vue de situer les responsabilités. Toute chose qui a permis l'interpellation de 18 enseignants, en grande partie composés de conseillers à l'orientation. Sur les instructions de nos chefs et après avis à M. le procureur près du tribunal de grande instance de la commune 3, la BIJ a ouvert une enquête. De cette enquête, il est ressorti clairement qu'au niveau de la dite académie, certains candidats ont bel et bien obtenu des faveurs, dont plus de 200, avec la modification de leurs notes par les agents désignés à cet effet. Leur procédé consistait à changer la note initiale obtenue par le candidat jugé faible par une meilleure note très acceptable pour permettre à celui-ci d'être admissible. Cette pratique est sévèrement punie par la loi, et surtout en ce temps-ci où les autorités de la transition sont engagées à faire de l'école malienne un laboratoire de production d'élèves excellents. Il convient de rappeler que ces faits qualifiés de fraude à l'examen sont prévus et punis par l'article 213-2 du Code pénal malien, dont les auteurs seront présentés à M. le procureur près du tribunal de grande instance de la commune 3 pour qu'ils répondent de leurs actes. Pour le Mali courant et pour un lendemain meilleur au profit de la population, les Maliens sont invités à bannir cette pratique frauduleuse. 551 élèves sous-officiers du Mali et d'autres pays frères de l'Afrique viennent de recevoir les épaulettes qui marquent la fin de leur formation commune de base de 3 mois. La cérémonie de remise s'est déroulée à la place d'armes de la dite école en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré et plusieurs autres personnalités. Le commentaire de Abdul Karim Kaba. Ils sont 551 élèves sous-officiers actifs, dont 100 personnels féminins, ont bouclé leur formation commune de base de 3 mois en première année. Ces jeunes ont bénéficié pendant 3 mois des fondamentaux de l'armée et des transmissions de certaines traditions de l'école. Ce n'est ni par hasard, ni par complaisance que vous êtes arrivés là où vous êtes aujourd'hui. Il vous aura fallu une assez longue période de dure lambert, de souffrance et de soumission totale pour avoir l'immense honneur de vous présenter ici aujourd'hui. Soyez-en fiers. Je suis très fière d'avoir terminé la phase FCB au Mali ici. J'éprouve un sentiment de joie et de reconnaissance envers les cadres qui nous ont encadrés. Je suis très contente d'avoir pu terminer cette phase-là. Cette phase leur permet d'obtenir l'épaulette aux passants. Je suis vraiment très content d'avoir terminé cette phase initiale de la formation. Et je compte vraiment garder le cap pour la suite. J'exhorte toute la 20e promotion à être discipliné, à travailler, à serrer la ceinture. La phase n'a pas été facile, mais on a réussi. On a pu surmonter les difficultés. Donc, je les encourage encore. Ça reste encore d'autres évaluations à faire. Donc, je les encourage à continuer à être disciplinés pour les prochaines évaluations. En plus des 535 Maliens, cette promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro est composée de 2 Sénégalais, 1 Tchadien, 4 Burkinabés, 1 Centrafricain, 3 Guinéens, 2 Camerounais, 2 Mauritaniens et 2 Nigériens. Ils ont été invités à promouvoir les valeurs et les obligations qui incarnent ce métier des armes. L'allure martiale de ces jeunes montre à suffisance que le corps enseignant s'est donné. Parce que suivant les directives du chef d'état-major général des armées, un contrat opérationnel a été donné à chaque armée et service. Pour l'atteinte de ces résultats, il faut obligatoirement une gestion des ressources humaines efficiente. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à l'école des sous-officiers pour assister à la cérémonie de fin de la formation commune de base qui fait de ces jeunes un caporal, un chef d'équipe. La cérémonie de remise d'épaulettes à la 20e promotion a été marquée par la remise de brassards aux majors de la première évaluation, la prise d'engagement, les cris des écoles des sous-officiers, la prière africaine, le chant traditionnel et un défilé militaire de la 2e année suivi de ceux de la première année. Le général Sangaré a saisi l'occasion pour visiter le nouvel amphithéâtre de 500 places assises en construction dans l'enceinte de l'école des sous-officiers de Banankoro. Les travaux de cette infrastructure sont exécutés à plus de 90%. Le chef d'état-major général adjoint des armées et sa délégation ont aussi rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Ségou. À Ségou, c'est la parfaite cohésion entre les différents corps engagés sur le théâtre d'opération,
que ce soit l'armée, que ce soit les forces de sécurité, la protection civile, la police, tout. Il y a une parfaite cohésion entre les hommes. Les hommes travaillent main dans la main, dans la même direction. L'occasion était bonne pour le gouverneur de la région de Ségou d'inviter les populations à l'union sacrée autour de son armée. Après les attaques terroristes contre les forces armées maliennes, nous continuons de recevoir des communiqués de condamnation. Ils sont de l'association Kasso Kenou, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, la coordination des associations et ressortissants et sympathisants de la région de Djouila, l'Union malienne des aveugles et l'association des retraités du ministère chargé de l'administration du territoire. Tous condamnent ces attaques lâches et barbares. Ils expriment leur solidarité et soutien indéfectible aux forces armées maliennes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils appellent les Maliens à se mobiliser autour des FAMA pour faire face à la menace terroriste. C'est hier que les travaux du symposium des alumni de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite se sont ouverts. Mali Denkoura, citoyen du monde et acteur du changement, c'est le thème choisi par les organisateurs. Il s'agit de former des citoyens modèles patriotes au service de leur communauté. Reportage Youssouf Diakité et Haruna Diarra. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite est fortement engagé dans le programme de refondation du Mali. Ce symposium qu'ils ont appelé Symposium des Alumni est une parfaite illustration. Entendu par Alumni, le réseau des anciens élèves des écoles de l'Institut néerlandais. Je parle de nos jeunes, de ces quelques 770 jeunes Maliens que nous avons eu le privilège d'accompagner pour moduler, formuler et concrétiser leur vision pour un Mali qui correspond le mieux à leurs aspirations. Les aspirations à la refondation démocratique sont légitimes dans la mesure où les objectifs recherchés consistent à créer des environnements propices à la gouvernance vertueuse, inclusive et redevable. Ce programme de formation à la citoyenneté et à la démocratie est financièrement soutenu par l'Union européenne. Il s'agit d'avoir des citoyens modèles au service de leur communauté. La citoyenneté, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir aujourd'hui résister, aller au-delà de la résistance et lutter pour effectivement donc nous faire entendre, nous imposer et donc réaliser notre ambition de souveraineté totale. Eh bien, le socle de cette souveraineté ne pourrait être autre chose que le souci, la conscience suffisamment développée, eh bien, claire de l'intérêt que chacun doit éprouver vis-à-vis donc de la communauté à laquelle il appartient. Tant que la jeunesse se met elle-même à la marge, ça n'ira pas. Heureusement au Mali, compte tenu des difficultés que nous sommes en train de vivre, tout le monde est impacté, soit directement, soit indirectement à travers les souffrances endurées par la famille et la communauté. Alors la jeunesse, une fois interpellée, doit se former. Ça fait plaisir de voir autant de jeunes talents si engagés pour la société malienne. Créer une masse critique des jeunes leaders civiques qui s'engagent à la refondation de la bonne gouvernance du Mali. Plusieurs communications sont prévues pendant ce symposium, celles relatives aux conditions pour l'émergence du nouveau citoyen. Quel rôle pour les alumni dans le Mali en refondation, entre autres? La jeunesse, elle est porteuse d'idéaux, d'énergie et de créativité. Elle incarne l'avenir de la société et sa capacité à évoluer vers plus de justice, de liberté, de transparence, de patriotisme, de civisme et de la défense de la patrie. Ce symposium est également une opportunité de mettre en exergue le potentiel des alumni au profit du renouveau de la gouvernance au Mali, tant recherché par les autorités. Les acteurs de l'eau sont réunis à la faveur d'un atelier de sensibilisation multisectorielle des parties prenantes sur les enjeux de la gestion intégrée des ressources en eau et de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement dans le contexte des changements climatiques. Les recommandations issues de cette rencontre devront constituer un plaidoyer solide pour une prise en compte du secteur de l'eau dans la révision de la CDN 2025. Cet atelier est le fruit de la collaboration entre l'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD, l'ONG internationale Join for Water, Protos et le partenariat national de l'eau. Compte rendu, Djamba Moussa Konati.
L'intégration de l'eau comme composante spécifique dans la contribution déterminée au niveau national CDN dans le contexte des changements climatiques, c'est tout le sens de cet atelier qui réunit les acteurs de l'eau. Ce plaidoyer devra renforcer la résilience des communautés face aux extrêmes climatiques et garantir un accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, entre autres. Nous avons le devoir collectif d'inscrire l'eau au cœur de la CDN dans une approche multisectorielle, participative, ancrée dans les territoires. C'est à cette condition que nous pourrons accéder à des financements climatiques adaptés, bâtir des programmes intégrés et renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables. Pour les partenaires qui accompagnent ce processus, plus d'attention doit être accordée aux ressources en eau pour que le changement de comportement souhaité pour arriver à une gestion intégrée des ressources en eau soit une réalité. Nous avons assisté au tarissement de la plupart de nos cours d'eau, jadis considérés comme permanents. L'autre aspect, c'est la détérioration du couvert végétal pour diverses raisons. La CDN est en phase de révision au Mali. Alors, l'eau étant un facteur clé par rapport à l'environnement, par rapport à la vie humaine sur Terre, nous pensons qu'elle mérite une considération particulière dans ces documents de planification de changement climatique. Au cours de cet atelier, les participants se pencheront sur des thèmes tels que les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau et les mesures d'adaptation et d'atténuation, la gestion intégrée des ressources en eau GIR et la dégradation des ressources en eau, entre autres. La mairie du district a tenu en début de semaine les travaux de la 12e session du conseil d'administration de l'ADR, l'Agence du développement rural. À l'ordre du jour de cette session, le bilan des activités au titre de l'exercice écoulé et les perspectives. Compte rendu Sogonaka Misoko. L'Agence du développement régional place l'année 2025 sous le signe de l'accompagnement de proximité, de l'innovation dans les réponses aux défis climatiques, de l'assainissement, de l'embellissement et de l'intégration de la transition numérique. Les initiatives en cours justifient aisément. La dynamique d'aménagement se poursuivra avec les projets tels que la réhabilitation de la place de la Liberté, l'aménagement du rond-point de l'ENSUP ou encore la restauration du monument de l'hippopotame, Carrefour Chemin de Grotte. Ces actions traduisent notre volonté de transformer durablement le cadre de vie urbain et de répondre aux aspirations légitimes des populations. L'année 2024 a été marquée par des avancées notables en matière de gouvernance. Des avancées marquées notamment par la mise à jour du règlement intérieur du conseil d'administration, l'approbation du manuel de procédure par le contrôle général des services publics et la validation par le PNUD des dispositifs de gestion des risques. Dans un contexte budgétaire difficile, les acquis ont été consolidés en dépit d'un taux d'exécution budgétaire de 46,92%. L'agence a su maintenir un niveau d'activité élevé avec 64,28% des actions planifiées réalisées. Et en plus, 146 sollicitations des communes intégrées dans sa programmation. En comptabilisant l'ensemble des interventions, le taux global d'exécution approche les 85%. 2025 sera aussi l'année de consolidation de nos acquis. Pour maintenir cette dynamique de réalisation des performances, le président de la délégation spéciale de la mairie du district invite les collectivités territoriales à s'acquitter de leurs contributions pour le bon fonctionnement de la structure. À l'heure où les tensions communautaires menacent la cohésion sociale dans le centre du Mali, un forum interculturel se tient à Badiangara pour faire revivre les traditions de paix organisées dans le cadre du projet de renforcement de la cohésion sociale dans les communautés maliennes par des actions culturelles et sportives. Ce forum est cofinancé par l'Union européenne et l'ONG Diakonia, une initiative de l'ONG Yaktou qui vise à promouvoir les bonnes pratiques culturelles en s'appuyant sur les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits propres aux régions de Mopti et Badiangara. Reportage Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibi. Dans une région éprouvée par l'insécurité, les traditions retrouvent toute leur pertinence. Il me plaît ce matin de prendre la parole au nom du conseil communal
c'est du maire et au mien propre pour vous souhaiter la bienvenue à l'organisation d'un forum interculturel pour la promotion des bonnes pratiques culturelles à travers le partage des mécanismes de prévention et de gestion de conflits basés sur les réalités pour 105 personnes. Les initiateurs du forum ont mis l'accent sur le dialogue interethnique, les alliances à plaisanterie, les rituels de réconciliation et la médiation traditionnelle, trop souvent négligée. La présente initiative des Diaconia et de l'Union européenne vient donc à point nommé auprès des décideurs et des groupes cibles en vue d'une culture citoyenne et des actions concertées pour assurer un engagement commun dans la construction d'un Mali nouveau. Les autorités administratives ont salué cette initiative porteuse d'espoir dans un contexte où l'administration mise désormais sur la résilience communautaire. Il est de l'intérêt de tous les acteurs, sans exception, de prendre conscience ensemble de l'existence de ces problèmes et de tenter de leur apporter des solutions communautaires. Je demeure convaincu que ce débat donnera naissance à de multiples autres suggestions susceptibles de déboucher sur une action concrète, pérenne de paix et de cohésion sociale. Le forum de Badiangara, initié par l'ONG Yaktou, rappelle que la culture peut être une boussole pour reconstruire le vivre ensemble. Ouverture officielle de la semaine culturelle et sportive de l'ORTM Kidal. Cette deuxième édition de la semaine est parrainée par le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général, et présidée par le général de division El Hadj Gamou, gouverneur des régions. Le thème choisi cette année est très évocateur et plein de sens. Les FAMA, notre fierté, notre force. Reportage Idrissa Djibrila Maïga et Sungalo Doumbia. Il y a presque 2 ans, jour pour jour, que s'est tenue la première édition de la semaine culturelle et sportive de l'ORTM Kidal. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e édition. Fidèle à la vision du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djambélé, la station régionale ORTM Kidal célèbre la diversité culturelle de notre pays. Vous conviendrez avec moi, plus qu'une simple semaine. La semaine sportive et culturelle de l'ORTM est désormais un rendez-vous fondamental de la culture pour magnifier nos valeurs culturelles, promouvoir le vivre ensemble et exalter le Mali dans sa diversité culturelle inestimable, intarissable, un repère pour l'avenir. En effet, la semaine culturelle et sportive de l'ORTM Kidal est un rendez-vous majeur qui met en lumière le dynamisme et la richesse de nos communautés. Cette deuxième édition aura sans doute des retombées positives sur le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble en réunissant les différentes couches sociales autour des jeux comme le basketball et la pétanque, ainsi que les expressions culturelles telles que la poésie, la chorégraphie et la musique. En choisissant comme thème de cette semaine les femmes, notre fierté, notre force, vous ne vous êtes pas trompé. Qui l'aurait cru, je dis bien qui l'aurait cru, que les jeunes, filles et garçons, pouvaient se rencontrer autour d'activités sportives et culturelles à Kidal. Aujourd'hui, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Nous sommes bien là à Kidal, en terre malienne, pour jouer, danser et chanter. Quel plaisir, quelle joie. Tout au long de la semaine culturelle et sportive de l'ORTM Kidal, l'assistance aura droit à la poésie, la chorégraphie, la danse traditionnelle et Kanzam, Abakalla, Tagout, le basketball, pétanque, lutte traditionnelle et arts martiaux. Démêler le vrai du faux revient ce mois-ci pour décrypter l'info et traquer les intox qui polluent notre quotidien. Suivons un extrait. Suite à l'atterrissage forcé d'un aéronef des forces armées maliennes à Gao, de nombreuses spéculations ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir ici sur ces images, la première ici, vous voyez donc l'avion qui s'est écrasé dans le fleuve. Une autre image qui est là, mesdames et messieurs, montrant le même avion qui s'est donc crashé ici. Alors en détail, et voici donc ces aéronefs ici garés dont on parle sur les réseaux sociaux.
Rassurez-vous, chers téléspectateurs, il n'en est rien. Dans son communiqué officiel, la Direction de l'information et des relations publiques des forces armées maliennes, la DIRPA, apporte des précisions claires sur les causes techniques de l'incident, écartant formellement toute idée d'attaque. Le même communiqué a également rassuré l'opinion publique sur l'état de santé des 2 pilotes qui ont été retrouvés sains et saufs. Une image montrant les FAMA en train de récupérer un car appartenant à une compagnie de transport sur l'axe Kobe-Ansongo circule actuellement sur les réseaux sociaux. Sortie de son contexte, cette image a été utilisée pour faire croire que le véhicule avait été la cible d'une attaque armée. Or, les faits sont tout autres. Le car avait été enlevé par des terroristes, puis localisé grâce aux investigations menées par les forces armées maliennes. Une opération rapide a permis sa récupération sans aucun dommage. Une fois de plus, la manipulation de l'image alimente la désinformation, raison de plus pour vérifier les faits avant de tirer des conclusions. Ne manquez surtout pas votre rendez-vous mensuel dans nos programmes juste après ce journal-là. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire vendredi 4 juillet 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Avec moi sur ce plateau, Mohamedou Kouné pour la lecture du communiqué. Bonsoir. Bonsoir Mbarakita, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur les rapports du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement additionnel du projet de résilience urbaine de Bamako, signé à Bamako le 21 mai 2025 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement. Par cet accord, l'Association internationale de développement octroie au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 31 milliards 551 531 700 francs CFA. La réalisation du projet, objet du présent financement, permettra d'améliorer l'accès aux services de traitement des déchets urbains, d'assainissement et d'approvisionnement en eau, d'accroître la résilience aux inondations, de renforcer les capacités de gestion urbaine et d'apporter des réponses immédiates et efficaces à une situation d'urgence. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 13e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, tenu du 19 au 21 mai 2025 en Fédération de Russie. Ce forum a enregistré la participation d'environ 5000 délégués venus de la Russie, des pays du monde et issus des communautés juridiques, commerciales et internationales. Les thématiques débattues au cours de ce forum portaient sur la numérisation de la justice, les services juridiques, les organisations à but non lucratif, le système pénal, la lutte contre la criminalité et le recouvrement des avoirs criminels. Au cours de son séjour, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a présenté une communication sur le recouvrement des avoirs criminels lors de la session d'échange entre ministres chargés de la justice des pays représentés au forum et procédé à la signature d'un mémorandum de coopération judiciaire entre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le parquet général de la Fédération de Russie. En marge du forum, il a pris part à la rencontre entre les ministres chargés de la justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel et le ministre de la Justice de la Fédération de Russie. Cette initiative marque une étape supplémentaire dans le développement d'un partenariat stratégique entre la Russie et les États du Sahel, fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs en matière de justice et de sécurité juridique. 2. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la fin du processus d'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice budgétaire 2024. Au total, 58 075 candidats ont été inscrits pour concourir dans les différents corps de la fonction publique de l'État.
Sur les 773 postes à pourvoir, 746 candidats ont été déclarés admis et 27 postes n'ont pas été pourvus. Parmi les admis, les femmes représentent 45% contre 55% pour les hommes. À la suite de vérifications, 11 faux diplômes ont été décelés et transmis à la justice pour suite à donner. En application de la loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, un quota de 15% est accordé à celles qui ont concouru et ayant obtenu au moins 10 de moyenne. Ainsi, 32 candidats vivant avec un handicap sont déclarés admissibles. La publication des résultats définitifs est prévue ce jour 4 juillet 2025 au Centre national des concours de la fonction publique. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la tenue du premier sommet des adolescents et des jeunes de l'AIS. À la suite du premier forum des jeunes de l'AIS tenu à Niamey, au Niger, du 27 au 28 juin 2025, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a organisé à Bamako le premier sommet des adolescents et des jeunes des pays de l'AIS du 1er au 3 juillet 2025. Le 10 sommet, qui avait pour thème insertion et réinsertion des adolescents et jeunes victimes de conflits, a réuni à Bamako plus de 300 adolescents et jeunes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. 4. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Forum international de la diaspora FID 2025 du 17 au 19 juillet 2025 à Bamako. Le Forum international de la diaspora, placé sous le thème « Enjeux et défis d'une diaspora au cœur du développement économique national » a pour objectif de stimuler les investissements, de favoriser la création de partenariats, d'encourager le retour des compétences et de renforcer les liens économiques, culturels et politiques entre le Mali et sa diaspora. Il constitue une plateforme d'échange et de concertation entre la diaspora, l'État, le secteur privé, les institutions financières, les collectivités territoriales, ainsi que les partenaires techniques et financiers. 5. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de l'organisation de cours de renforcement des capacités des candidates au concours d'entrée à l'École nationale d'administration au titre de l'année 2024 du 9 au 25 juin 2025. Ces cours, qui ont enregistré la participation de 677 candidates, avaient pour objectif d'accroître le taux d'admission des femmes au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social ont effectué une visite conjointe sur les sites de formation afin de transmettre les messages de soutien du président de la transition et du gouvernement aux candidates, de leur prodiguer des conseils pratiques et de remercier les formateurs pour leur appui. Au cours de cette visite, les candidates se sont montrées déterminées à relever le défi de la représentativité des femmes et des filles dans les instances de gouvernance, tout en remerciant les autorités pour les efforts consentis en faveur de la promotion féminine. 6. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée mondiale de la population le 11 juillet 2025. Les Nations unies ont institué en 1989 le 11 juillet comme Journée mondiale de la population. Le Mali, depuis cette date, célèbre la dite journée au plan national. La Journée mondiale de la population enregistrera la présence des représentants des collectivités territoriales, des services techniques nationaux et régionaux, des partenaires techniques et financiers, des membres du Conseil national de transition et de plusieurs autres personnalités. Le thème mondial de cette année est « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste
et plein d'espoir. Et le thème national est « Donner à chaque jeune une chance pour son épanouissement familial dans un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et plein d'espoir ». Cette année, le choix s'est porté sur la commune rurale de Kava, cercle de Kimparana, région de San, pour accueillir les activités marquant la célébration de cette journée qui s'articuleront, entre autres, autour de conférences débats sur la santé de la femme, les violences basées sur le genre, l'autonomisation économique de la femme, de remise de prix aux filles et de distribution de vivres. La célébration de cette journée est l'occasion pour attirer l'attention de l'ensemble des décideurs sur les problèmes de population qui impactent négativement les efforts de développement. 7. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres A. de la tenue de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement 100-2025. Célébrée depuis l'an 2000 par notre pays, la quinzaine de l'environnement est un événement phare qui s'inscrit entre deux dates majeures, le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, et le 17 juin, Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. La 26e édition de la quinzaine de l'environnement, tenue du 5 au 17 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national, a servi de cadre pour mener une campagne de communication à grande échelle visant un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Elle était couplée à l'édition 2025 du Sankemo, à la pose des premières pierres du marché et du vestibule de San. Cette édition, qui a mobilisé l'ensemble des acteurs concernés, a permis de renforcer la prise de conscience collective sur l'urgence d'agir face à la pollution plastique et à la dégradation des terres, tout en valorisant les efforts consentis par l'État et ses partenaires pour promouvoir un développement durable et résilient. B. De la tenue de la 10e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte à Bamako le 26 juin 2025. Cette session a été précédée les 24 et 25 juin 2025 de la réunion du comité technique des experts qui a permis de préparer les documents soumis à l'approbation des ministres. Les travaux du Conseil des ministres ont abouti à plusieurs décisions majeures, notamment l'adoption du programme d'activité 2025 de l'agence, la désignation d'un secrétaire exécutif, le recrutement d'un directeur scientifique et technique, l'organisation de la première édition du Forum économique des produits de la Grande Muraille Verte en 2026. 8. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres du déroulement de la 3e édition de la Semaine culturelle et artistique de la commune urbaine de Mopti et du lancement du projet Sigidanyeta, initiative locale pour la promotion du patrimoine, du 26 au 30 juin 2025 à Mopti. La Semaine culturelle et artistique est une activité annuelle organisée par la mairie de la commune urbaine de Mopti avec pour objectif de contribuer au développement durable en mettant en valeur les richesses culturelles et artistiques de la région. Cette édition a enregistré la participation des communes de Waïgouya du Burkina Faso et de Sambera du Niger. Le projet Sigidanyeta, lancé le 28 juin 2025, consiste à identifier, sélectionner, soutenir et promouvoir les initiatives locales dans une perspective d'industrie culturelle et créative. Au cours de son séjour, le ministre a également rencontré le 27 juin 2025 l'administration régionale, les acteurs des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme pour échanger sur l'assurance volontaire pour la culture. 9. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa Ouattara, c'était le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Merci bien, Mahamadou Kone, et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir. À demain, à même heure, s'il plaît à Dieu.